Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 28e vidéo qui porte notre challenge 100 jours d'IA pour Geoscience. Alors, dans la vidéo passée, nous avons tout simplement vu comment est-ce que nous pouvons identifier les valeurs aberrantes, comment est-ce que nous pouvons les traiter. Nous avons vu les méthodologies que vous pouvez utiliser en partant par la méthode d'identification que vous pouviez utiliser, en partant par les méthodes visuelles, la méthode des statistiques descriptives qui prenaient en compte ici les tendances centrales et les tests de Z-score. Nous avons vu tous ces éléments là et puis maintenant dans cette vidéo principalement donc, nous allons tout simplement revenir sur la partie pratique, le guide pratique sur Python qui va vous permettre de mettre en exergue l'identification des valeurs aberrantes, le traitement de ces valeurs aberrantes là et à la fin la visualisation des résultats obtenus après avoir effectué les différentes interprétations nécessaires. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement l'ingénieur Nguéap Ambanio Augustin Serge, sorti de l'école de géologie d'exploitation minière de l'UGM en Minganga, spécialisé en géostatistique. Et donc j'ai donc décidé dans le cadre de cette année, dans le cadre de ce challenge, de lancer un défi dans lequel je publierai une vidéo chaque jour pendant 100 jours. Et oui, chaque jour pendant 100 jours, nous sommes à la 28e vidéo aujourd'hui. Dans ce challenge là, je prends étape par étape où je vous montre les différentes étapes nécessaires, les différents procédés, les différentes méthodes que vous pouvez appliquer dans le cadre d'une analyse de données, dans le cadre d'une estimation des ressources, dans le cadre d'une modélisation appliquée aux géosciences, dans lequel nous appliquons l'intelligence artificielle dans différents domaines des géosciences. Alors, pour ceux-là qui nous suivent depuis le début, nous vous remercions beaucoup. Maintenant, pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines publications. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans le code sans plus tarder. Let's go! Alors aujourd'hui, nous allons travailler, comme je disais tantôt, sur le traitement des données, des valeurs aberrantes. Donc dans le traitement des valeurs aberrantes, nous allons voir comment est-ce qu'on peut importer les bibliothèques que nous avons déjà vues et de pouvoir travailler sur le traitement de ces données, l'identification de ces données. Alors ici en premier, nous commençons par l'importation des données, c'est-à-dire on a Pandas et NumPy qui vont nous permettre d'importer les bases de données, Seaborn et Matplotlib pour les graphes, la visualisation, CP pour les statistiques et Sklearn pour les modèles de régression linéaire, le modèle de machine learning. Donc une fois que c'est fait, on compile tout simplement. On va fixer la graine pour la reproductibilité, donc ça veut dire quoi, qu'on va déterminer un endroit pour que les données en fait à chaque fois qu'on va les compiler, qu'on a effectivement le même résultat. Si vous faites de même avec parce que nous allons générer des données synthétiques de façon aléatoire suivant une loi normale et l'objectif c'est quoi, c'est que si vous mettez le même répertoire que nous, vous pouvez effectivement avoir les mêmes résultats que nous avons eu. Donc une fois que c'est fait, vous allez compiler cette syntaxe là et puis générer les données synthétiques. Voici la syntaxe pour générer les données synthétiques. La base de données que nous allons créer ici, c'est une base de données qui tient en compte, qui a les concentrations chimiques, les températures en degrés Celsius et l'humidité en pourcentage. Donc dans cette base de données, donc, vous allez voir, nous avons généré 100 éléments dans la base de données en tenant compte d'un ensemble de paramètres tels que vous pouvez voir en utilisant la fonction random normal. La fonction random pour générer les valeurs aléatoires, nous l'avons déjà vu ici ensemble. Alors par la suite, on a introduit des valeurs aberrantes d'une certaine façon. Ça veut dire quoi? On va générer suivant une certaine loi normale un ensemble de valeurs qui seront conçues comme aberrantes dans la fonction de départ. Donc c'est pour qu'on puisse avoir des valeurs aberrantes dans le jeu de données que nous avions généré de façon synthétique. Mais pour ceux-là qui ont une base de données avec laquelle ils peuvent travailler, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir effectuer cet ensemble de tâches aussi. Maintenant, ce que nous allons faire après avoir généré ces nombres de façon aléatoire et tout, nous allons créer un data frame en utilisant la fonction pg.dataframe. On va créer notre data frame et on peut tout simplement visualiser le résultat de ce data frame exactement ici. Alors dès que c'est fait, on parle de la visualisation initiale des données. Donc la visualisation initiale des données ici nous permet d'effectuer tout simplement un test d'identification. C'est-à-dire que nous allons effectuer des identifications s'il y a des valeurs aberrantes ou pas. Et la première des choses, c'est pas la partie visuelle. Donc là, dans la partie visuelle, nous allons utiliser le subplot, le boxplot pour pouvoir visualiser cela. Je vais compiler cette interface. Et puis bon, là, vous voyez, on a le boxplot.
Le box plot nous permet de visualiser les valeurs aberrantes à ces niveaux, telles que vous pouvez le rendre compte ici. Voilà les valeurs considérées comme plus ou moins aberrantes. Une fois que c'est fait, toujours dans le côté d'identification, on va utiliser maintenant les tests descriptifs comme des éléments à tendance centrale pour pouvoir étudier, entre autres, n'est-ce pas, la variance entre les éléments. Par exemple, ici, nous avons la moyenne qui est égale à 63. Nous avons le minimum qui est 23 et le maximum qui est égal à 212, c'est-à-dire qu'il traduit une forte variabilité entre les données. Nous avons le premier, le deuxième et le troisième quartile, fonctionnellement matérialisé comme ici. Toujours dans le cas de l'identification des valeurs aberrantes, nous allons travailler ici avec le Z-score comme moyen d'identification. En appliquant donc tout simplement cette syntaxe ici, on parvient à voir donc, les erreurs telles que vous pouvez, c'est-à-dire les valeurs qui sont considérées plus ou moins comme étant des valeurs aberrantes. Et puis maintenant, ce qu'on va demander à notre code, bien sûr, c'est de tout simplement nous afficher le résultat de ces valeurs aberrantes là dans un graphe, bien évidemment, en utilisant la fonction HeartMap de la bibliothèque Seaborn. Alors, la syntaxe elle est tout simplement aussi simple que ça. Là, voici, on définit les éléments, la taille de la figure et tout. Le code couleur qui va nous intéresser et puis bon, le titre du graphe. Une fois que c'est fait, on génère ces éléments-ci en fonction des différents, c'est-à-dire de la concentration, de la température et de l'humidité. Alors, fini avec cela, on passe à l'imputation par la médiane. Donc, ça, c'est la méthode de traitement. Donc, on suppose que nous avons déjà fini d'identifier cette valeur aberrante, on les a tous listés. Maintenant, on va passer par la méthode de traitement. Nous avons identifié plusieurs méthodes de traitement la dernière fois. Ici, nous allons commencer par la méthode de traitement par la médiane. Là voici que nous allons implémenter. Et puis, une fois qu'on la compile, là, on est là. On a traité. Maintenant, on va un peu visualiser les résultats après imputation. C'est-à-dire qu'on va essayer de visualiser ce que ça donne après qu'on ait effectué le traitement par imputation, par la méthode des médianes. Là, voilà les résultats obtenus ici. Bon, c'est pas très fameux, mais plus ou moins on a une certaine réduction par rapport à... Là, nous avions beaucoup plus d'éléments de ce côté. Là, si on revient, on constate une assez bonne diminution en ce qui concerne l'humidité. En ce qui concerne la température, c'était plus vers le bas qu'on avait plus d'éléments. Là, c'est léger, ça a diminué légèrement. Et de ce côté aussi, on avait plus d'éléments concentrés ici. Et là, on a quand même une légère diminution de ça. Donc, la correction n'a pas été très bonne. Je crois que vous pouvez exactement aussi utiliser maintenant d'autres méthodes d'imputation pour pouvoir observer le résultat, parce que nous avons parlé plusieurs méthodes d'imputation. Alors, une fois que nous avons fini avec ça, on essaie de comparer en fait les distributions avant et après imputation. Donc là, on essaie d'avoir la distribution que nous avions avant l'imputation. Et ici, nous avons la distribution obtenue après avoir imputé un ensemble d'éléments. Donc, il y a quand même une nette amélioration à ces niveaux, mais pas assez satisfaisante. Du moins, il faudrait peut-être effectuer d'autres tests pour avoir de meilleurs résultats. Donc, on va passer à la performance des modèles de régression, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'implémenter un modèle de régression linéaire simple, et puis bon, évaluer les performances de ce modèle. Donc là, on a les résultats, comme vous le voyez, avec les résultats du départ, nous avons un score de 0,4 et avec les résultats imputés, on a un score de 0,0065. Donc voilà en fait tout ce qu'on avait à voir pour aujourd'hui par rapport à ce contenu, par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner parce que cela nous donne de la force. Dans les prochaines vidéos, nous allons entrer un peu plus en détail. N'oubliez pas de vous exercer avec vos différentes bases de données pour essayer de savoir comment est-ce que les données se comportent, comment est-ce que vous pouvez effectuer les traitements. Et c'est dans la pratique en fait que vous allez améliorer vos compétences. Donc on se retrouve pour les prochaines vidéos. Merci pour avoir participé à celle-ci. À la prochaine.